si la perruque que tu portais aujourd'hui avait appartenu à une femme en détresse, à un rituel ou même à un mort? Les perruques et extensions dites naturelles sont partout, sur les réseaux sociaux, dans les salons, sur les têtes des millions de femmes à travers le monde. Elles symbolisent la beauté, la féminité, parfois même la réussite. Mais derrière ces cheveux lisses, brillants et soigneusement coiffés, se cache un marché mondial extrêmement lucratif et étonnamment opaque. En Inde, dans certains temples, des milliers de fidèles font don de leurs cheveux, un geste spirituel sacré censé représenter l'humilité et le renoncement à l'ego. Ces cheveux pourtant, offerts sans contrepartie financière, sont ensuite collectés, triés, puis vendus aux enchères. Un commerce qui génère chaque année des millions, parfois des milliards. Mais tous les cheveux présents sur le marché ne proviennent pas uniquement de ces dons. Selon plusieurs enquêtes et témoignages relayés des différentes vidéos et reportages, les cheveux vendus seraient souvent un mélange de sources. Dans certains cas, ils proviendraient de familles très pauvres qui vendent leurs cheveux pour quelques roupies afin de survivre. Dans d'autres cas, plus troublants, des témoignages évoquant des cheveux récupérés sur les défunts ou issus de rituels spirituels ou d'exorcismes. Plus grave encore, certaines pratiques dénoncées parlent de collecte illégale des cheveux, contraintes de couper leurs poils aisselles ou pubiens pour les vendre et obtenir un peu d'argent. Des cheveux récupérés dans des conditions insalubres, parfois même dans des égouts ou des morgues, selon certaines sources. Ces éléments sont rapportés dans des enquêtes et témoignages. Ils ne représentent pas l'ensemble du marché, mais ils soulèvent de sérieuses questions éthiques, sanitaires et spirituelles. Alors une question s'impose. Sait-on réellement ce que l'on porte sur sa tête quand on achète une perruque dite naturelle? Achète-t-on seulement des cheveux ou l'histoire, la souffrance et parfois la spiritualité de quelqu'un d'autre? Ce documentaire n'a pas pour but de faire peur, mais de décrypter, informer et éveiller les consciences. Car derrière la beauté vendue, il y a parfois une vérité que personne ne prend le temps de regarder en face. Avant d'être une perruque, avant d'être coiffée, lissée ou vendue comme un produit de luxe, ces cheveux ont d'abord une valeur spirituelle en Inde. Dans certains temples hindous, se déroule un rituel. Hommes, femmes, parfois même enfants, ils font don de leurs cheveux volontairement. Ce geste n'est pas anodin, il symbolise le détachement de l'ego, l'abandon de la vanité et l'offrande de ce que l'on considère comme une part de soi. Pour les fidèles, il s'agit d'un acte de foi profond. Ils ne vendent pas leurs cheveux, ils les offrent. Aujourd'hui, je vais donner mes cheveux à Dieu. J'avais des problèmes de santé depuis quelques semaines et j'ai dû aller à l'hôpital. Ma santé s'est vite améliorée grâce à lui. Je sais que Dieu m'a toujours aidé à surmonter les épreuves que j'ai eues dans ma vie. C'est pourquoi je veux le remercier. Nous promettons à Dieu de lui offrir nos cheveux s'il résout nos problèmes. Certains donnent toute leur chevelure, d'autres seulement quelques mèches, en fonction de ce qu'ils ont promis. Moi, je préfère offrir tous mes cheveux. C'est ce que je suis venue faire aujourd'hui. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ces cheveux ne disparaissent pas après le rituel. Ils sont collectés méthodiquement, lavés, triés par longueur, texture et qualité, puis stockés en grande quantité. Les temples, souvent via des organismes officiels ou des partenaires privés, organisent ensuite des ventes aux enchères. Ces enchères attirent des acheteurs du monde entier, des industriels, des grossistes, des multinationales spécialisées dans les perruques et extensions. Il paraît qu'ils font du commerce avec ces cheveux. On m'a dit que le temple les vendait aux enchères pour des centaines de milliers d'euros. Le temple reste discret sur le commerce de ses offrandes. Il assure seulement que la vente lui permet de financer des œuvres sociales. Mais les dons des fidèles font surtout la fortune de dizaines d'exportateurs indiens. Cette usine, gardée comme une forteresse. Elle a remporté les enchères organisées chaque année par le temple. Un don spirituel devient alors une matière première extrêmement précieuse. Les chiffres donnent le vertige. Un seul temple peut générer des millions d'euros par an grâce à la vente des cheveux. Et plus les cheveux sont longs, vierges, non traités, plus leur valeur explose sur le marché international. Une fois achetés, ces cheveux sont envoyés dans des usines de transformation
Ils y sont désinfectés, traités chimiquement, parfois décolorés, puis reconditionnés sous différentes appellations. Cheveux naturels 100% humains, qualité premium. À ce stade, toute trace de leur origine spirituelle disparaît. Ces cheveux voyagent ensuite de l'Inde vers la Chine, puis vers l'Afrique, l'Europe, les États-Unis. Ils deviennent des mèches, des perruques, des tissages, des objets de beauté, de mode, de désir. Et pourtant, la majorité des consommatrices ignorent totalement que ces cheveux proviennent à l'origine d'un acte religieux. C'est ici que naît la première fracture. D'un côté, des fidèles convaincus d'accomplir un acte sacré, de l'autre, un marché mondial ultra capitalisé où chaque mèche est évaluée, pesée, monétisée. Une question commence alors à émerger. Où s'arrête le sacré et où commence le business? L'industrie des perruques aime raconter une histoire simple. Des cheveux donnés volontairement, un commerce encadré, une traçabilité propre. Mais cette version ne représente qu'une partie de la réalité, car la demande mondiale explose. Et lorsque la demande dépasse l'offre officielle, d'autres circuits apparaissent. Des circuits invisibles, souvent non réglementés, parfois profondément troublants. Selon plusieurs enquêtes indépendantes, reportages et témoignages, les cheveux présents sur le marché seraient en réalité un mélange de sources multiples. Dans certaines régions d'Inde, des familles extrêmement pauvres vendent leurs cheveux pour quelques roupies. Pour ces femmes, les cheveux ne sont plus un symbole spirituel, mais une ressource de survie. Quelques centimètres de cheveux contre de quoi manger quelques jours. Au bout d'une heure de porte-à-porte, Jyoti tombe sur un paquet de cheveux plus conséquent. À vue d'œil, plusieurs centaines de grammes. Cette fois, la balance est nécessaire. Mets les cheveux sur le plateau. Si les gens nous vendent au moins 100 grammes, on peut se faire presque 1 euro de profit. Même 50 grammes, c'est bien. Mais si les gens nous vendent moins de quantité, ce n'est pas très intéressant pour nous. Je sais que ça va devenir des perruques à l'étranger. Je suis heureuse de me dire que mes cheveux vont voyager. Un très long voyage, des brosses indiennes jusqu'aux usines chinoises, avant l'Europe et même l'Amérique. Mais d'autres sources évoquées sont bien plus inquiétantes. Certains témoignages parlent de cheveux récupérés sur des défunts dans des hôpitaux, des morts ou lors de rites funéraires. D'autres évoquent des cheveux provenant de rituels spirituels, parfois liés à des pratiques d'exorcisme ou de purification. Toujours la même croyance que quand on a cette impression qu'une personne est possédée, on va lui faire un exorcisme. Et pour enlever, encore une fois, tout le mal qu'il a en soi, que ça soit démon, mauvais œil, tout ce que vous voulez, on vient lui raser la tête. Donc la plupart aussi des cheveux que vous allez avoir sur les perruques, etc., ce sont des cheveux qui ont été pris lors d'exorcismes. I have 4 or 5 lumps in my neck. I get dizzy sometimes. My eyes roll up, my neck turns stiff. But their woes appear to begin in strikingly similar ways. The exorcist works them into a trance. One by one, the girls break down. When the spirit comes forth, the girl loses all control over her body. That's when I know she has been possessed. But the exorcist must find it another home. He knows of only one place. A place where he can jail it for eternity. The Cave of Spirits. The spirit that possesses Mooney responds with a spasm of rage. Then leaves the girl's body. Donc là, vient encore le côté spirituel. Est-ce qu'une personne qui a des croyances religieuses voudrait porter des cheveux qui ont été pris lors d'un rituel qui est censé enlever le démon d'une personne? Après, on y croit pas. Moi, je vous donne juste l'information. Il est important de le préciser. Ces éléments sont rapportés, dénoncés, enquêtés, mais rarement vérifiables de manière officielle, car ces pratiques opèrent dans l'ombre. Plus grave encore, les enquêtes dénoncent des collectes totalement illégales, des femmes contraintes de vendre non seulement les cheveux de leur tête, mais aussi des poils d'aisselle, des poils pubiens, des cheveux récupérés dans des conditions insalubres, parfois mélangés à d'autres fibres humaines
sans aucun contrôle sanitaire réel. Dans certains cas extrêmes évoqués, des cheveux auraient été récupérés dans des égouts ou sur des corps sans identité. Au niveau de la récolte, ça peut être des cheveux qui peuvent provenir de chutes de salons de coiffure qui ont été récoltés, mais ça peut provenir aussi de la morgue, prélevés sur des cadavres. Les extensions de cheveux viennent des égouts. Et ce n'est même pas une blague. La plupart des extensions de cheveux naturels à un prix abordable ont été fabriquées à partir de cheveux récupérés dans les canalisations. Précisément dans les centres de coiffure, dans les canalisations publiques et les trous d'évacuation, puis ils nettoient et traitent ces cheveux, les rendant ainsi beaux et brillants grâce à plusieurs produits chimiques. Je ne sais pas vous, mais savoir que ce que je mets sur ma tête a été récupéré dans les égouts avec le caca des gens. Il y a bien sûr les cheveux ramassés par terre dans les salons de coiffure. Bon, c'est pas très hygiénique, mais ça reste quand même convenable. No one regularly stops by hair salons. If they have clippings that are at least 4 inches long, she makes an offer. She bought this hair for about $2 and sold it for about $4. Où des gens sont devenus très très riches en coupant les cheveux de femmes dans la rue. Il y a énormément de femmes qui se font agresser maintenant parce que quand elles ont des longs cheveux, on leur coupe les cheveux comme ça dans la rue, ou on les agresse, on les met dans un coin et on leur coupe les cheveux. Il y a même des hommes qui draguent des femmes pour après leur couper leurs cheveux. C'est pour dire à quel point le truc est parti loin, quoi. À ce stade, une réalité dérangeante apparaît. Une fois les cheveux mélangés, une fois lavés, traités chimiquement et reconditionnés, il devient impossible de connaître leur origine réelle. Les cheveux issus de dons religieux, de pauvreté extrême ou de pratiques illégales se retrouvent dans les mêmes lots, sous une même étiquette cheveux naturels premium. C'est là que la question n'est plus seulement économique, elle devient éthique, mais aussi pour certaines cultures spirituelles. Peut-on porter des cheveux sans connaître l'histoire qu'ils portent? Peut-on séparer totalement la matière de l'énergie, de l'intention ou du contexte dans lequel elle a été prélevée? Dans de nombreuses traditions africaines et orientales, les cheveux ne sont pas un simple élément esthétique. Ils sont considérés comme une extension de l'être, un point de connexion entre le corps, l'esprit et l'invisible. Ils poussent à partir de la tête, siège de la pensée et de la connaissance, de l'intuition. Rien n'est anodin. Dans certaines cultures, on ne laisse pas ses cheveux n'importe où, on ne les coupe pas sans raison, on ne les touche pas sans autorisation, car les cheveux portent l'énergie de la personne, son vécu, ses émotions, parfois même ses charges spirituelles. Ils sont une mémoire vivante. Alors une question se pose silencieuse mais puissante. Que porte-t-on réellement sur sa tête lorsqu'on porte des cheveux d'un inconnu, lorsque l'origine est floue, l'intention inconnue, le contexte ignoré? Si certains cheveux proviennent de dons sacrés, ils portent une intention claire, l'offrande, l'humilité, la foi. Mais lorsque d'autres seraient issus de la misère, de la contrainte, de la peur ou de rituels violents, alors l'intention change et dans le spirituel, l'intention est primordiale. Certaines femmes témoignent d'un malaise diffus, pas toujours visible, pas toujours explicable, un sentiment de déconnexion, de fatigue intérieure, comme si quelque chose ne leur appartenait pas totalement. Ce ne sont pas des vérités universelles, ce sont des ressentis. Mais dans le spirituel, le ressenti est une forme de langage. Dans les traditions anciennes, porter un élément provenant d'un autre corps nécessite purification, protection, intention claire. Or, aujourd'hui, les perruques sont achetées, portées, jetées comme de simples accessoires de mode, sans rituel, sans conscience, sans question. Alors, le problème n'est peut-être pas la perruque elle-même, le problème c'est la rupture avec le sens. Porter sans savoir, consommer sans comprendre, désirer sans se demander pourquoi. Cette partie du documentaire ne cherche pas à imposer une croyance. Elle invite simplement à la réflexion. Et si reprendre le pouvoir sur ses cheveux, c'était aussi reprendre le pouvoir sur son énergie. Après avoir compris l'origine, après avoir regardé les zones d'ombre, une question demeure. Que fait-on maintenant? Car savoir sans agir laisse place à la peur, mais comprendre pour choisir redonne le pouvoir. Il ne s'agit pas de diaboliser les perruques, ni de juger celles qui en portent, il s'agit de reprendre la conscience. Car dans toutes les traditions ancestrales, la conscience protège. La première clé, c'est l'information. Savoir que tous les cheveux ne se valent pas, savoir que les termes naturels, premium, 100% humains ne garantissent ni l'origine, ni l'intention, ni l'éthique. Choisir des fournisseurs transparents, poser des questions, refuser le flou. La deuxième clé pour celles qui y sont sensibles, c'est la protection spirituelle.
Dans de nombreuses cultures, porter un élément provenant d'un autre corps nécessite une intention claire. Certaines femmes choisissent de purifier symboliquement leur perruque, de prier, de poser une intention ou simplement de demander la paix intérieure. Ce n'est pas une obligation, c'est un choix personnel. La troisième clé la plus profonde, c'est la réconciliation avec ses propres cheveux. Pas forcément pour les porter tout le temps, mais pour ne plus les rejeter. Les cheveux crépus frisés naturellement ne sont pas un problème à corriger, ils sont une identité à honorer. Reprendre le pouvoir, c'est ne plus porter par honte, mais par choix. Ce documentaire ne dit pas arrêter les perruques, il dit portez-les en conscience. Sachez ce que vous portez, pourquoi vous le portez et ce que cela vous fait ressentir. Car au final, la vraie question n'est pas capillaire, la vraie question est intérieure. Qui décide de votre beauté, qui décide de votre valeur et à qui donnez-vous le pouvoir sur votre tête et votre énergie. Reprendre le contrôle de ses cheveux, c'est parfois reprendre le contrôle de soi. Au fond, ce documentaire ne parle pas seulement de cheveux, il parle de valeur, de ce que l'on consomme sans questionner, de ce que l'on porte sans connaître l'histoire. Ces cheveux ont traversé des temples, des villages, des usines, des frontières. Ils ont changé de main, de sens, de prix. Et à chaque étape, quelque chose s'est perdu. La mémoire de l'origine. Quand une femme porte une perruque, elle ne porte pas seulement une matière, elle porte une histoire humaine, une chaîne économique, parfois une fracture spirituelle, mais aussi une opportunité de reprise de conscience. Car aujourd'hui, la vraie révolution n'est pas de rejeter, la vraie révolution, c'est de choisir en pleine conscience. Choisir de s'informer, choisir de respecter son corps, choisir de ne plus consommer par automatisme. Dans beaucoup de traditions ancestrales, la tête est sacrée. Ce que l'on pose dessus doit être aligné avec ce que l'on porte à l'intérieur. Alors peut-être que ce documentaire n'est pas une fin, mais un début, le début d'un regard nouveau, le début d'un dialogue, le début d'un retour à soi. Maintenant que vous savez, que choisirez-vous de porter?